Et la permaculture, c'est en C'est même... quoi? C'est quoi? Allez, c'est ça, la Non, permaculture. vas-y, je Qu'est-ce t'écoute. que c'est? Alors, beaucoup de gens pensent que faire de la permaculture, c'est juste jardiner de façon écologique, mais c'est plus large que ça. Mhm, Euh, à la fois, c'est, je dirais, une philosophie de vie, un art de vivre qui est basé sur des éthiques, prendre soin de l'homme, de la nature, partager équitablement les ressources, mhm, mais c'est aussi surtout une méthode de conception d'habitat humain et nourricier, mhm. de sorte à ce qu'il soit durable, résilient, autonome, visant l'efficacité énergétique, et ça, tout cela en copiant le fonctionnement de la nature. Donc c'est sûr que la thématique agricole, on va dire, c'est l'un des 7 pétales de la permaculture, mais ça s'applique aussi à l'éco-construction, à la gouvernance, à l'économie, à l'éducation, au bien-être, etc., etc. Ouais, Voilà. c'est complet. Et est-ce que le fait de se mettre comme ça... En fait, ce que je pense avec la permaculture, Mhm. c'est que j'ai l'impression que ça fait partie de ces choses que quand tu les pratiques, Mhm. tu commences à changer ta perception par rapport à la vie complète dans sa Mhm. globalité. Et notamment ton rapport à la consommation, ton Mhm. rapport à l'environnement. Mhm. Toi qui la pratiques, on va dire, et qui amène des gens dans cette pratique, est-ce que c'est quelque chose que tu as observé chez toi ou chez Mhm. les autres? Alors, c'est rigolo, c'est un peu comme la poule, l'œuf. Ouais. Euh, je dirais que c'est peut-être ma vision du monde et ma sensibilité à la nature qui fait que je m'intéresse aussi à la permaculture, pas que. Ouais. Et en Mhm. même temps, la permaculture m'apporte des enrichissements qui font qu'il y a peut-être certaines choses que je fais aussi différemment. C'est pas non plus une secte, hein. Quand tu me dis j'amène les gens dans la permaculture, Non, c'est sûr. y en a qui disent mais c'est le jardin créole, mais c'est la même chose. Alors, je dirais que c'est pas au même niveau de comparaison. Le jardin créole, pour moi, je sais pas si on peut dire une invention exceptionnelle et fabuleuse de nos ancêtres. Ça fait partie de notre patrimoine culturel, etc. Qui est aussi beaucoup basé sur l'observation de la nature. Mhm. Mais à l'époque, c'est vrai que les choses fonctionnaient, mais sans forcément qu'il y ait une science qui expliquait toutes ces choses. Et pour moi, la permaculture, ça peut englober aussi des pratiques comme le jardin créole. Et ça intègre à la fois des connaissances contemporaines, donc de nos jours, mais aussi des savoirs ancestraux, indigènes, etc. Et il n'y a pas forcément nécessité qu'il y ait une scission entre les deux. Ouais. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est surtout de prendre le bon où il est et de voilà, faire un mélange de plein de choses, mais pas dire il faut que tu fasses de la permaculture ou c'est ça la solution. Mhm. Mais c'est vrai que voilà, j'essaye d'intégrer au plus que possible dans ma pratique quotidienne certaines choses. Après, voilà, je ne suis pas là non plus pour suivre à la lettre, c'est pas un dogme, c'est pas... voilà. Non, non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu sens un intérêt localement? Mhm. Ouais, ouais. Euh, D'ordre général, je dirais pas forcément uniquement sur la permaculture, mais le retour à l'essentiel, le retour à la terre, ah, ici, bateau là, pas qu'à rentrer, qu'est-ce qu'on Mhm. fait? Voilà, donc comme je le disais, 80% de la richesse, de la biodiversité se trouve dans les Outre-mer, et pourtant, paradoxalement, 80% de ce qu'on consomme en Guadeloupe provient de l'extérieur. C'est Eh ouais, dingue. c'est fou. Alors qu'on a des plantes médicinales qui peuvent nous nourrir, qui peuvent nous soigner, qui peuvent nous habiller. Donc, l'idée, c'est pas non plus de déposséder l'environnement, la nature de toute sa faune et de toute sa flore, mais de le faire, comme je disais, de façon respectueuse de ce qu'on a autour de nous, Mhm. de façon durable, mais même en allant un peu plus loin, de pouvoir continuer à vivre bien, sobrement, mais en régénérant à la fois notre économie, notre système social, nos sols, nos microclimats, etc. Et euh, l'agroforesterie syntropique, c'est aussi quelque chose que ce soit ça ou la permaculture, que je trouve intéressant en ce sens. Être capable de nourrir les hommes et de lutter contre le dérèglement climatique et de limiter notre impact. Ouais. Parce qu'on fonce dans le mur, il ne faut pas se le cacher. Mhm. Et il y en a beaucoup qui se voient la face encore aujourd'hui. Ceux qui s'en sortiront le mieux, ce sont ceux qui auront anticipé le plus, je dirais. Ouais, complètement. Ouais.
Et c'est vrai qu'on est dans l'anticipation, mais on est aussi en même temps presque dans l'urgence. En même Oui, temps. clairement. Et donc, tu penses qu'il y a vraiment moyen de vivre de cette façon-là, euh, de manière, on va dire, alternative, localement. Parce que je me dis, si on veut être capable de le vivre, justement, si les bateaux n'arrivent plus et une fin du monde qui pourrait approcher. C'est même pas la fin du monde, c'est la fin de l'humanité, je dirais. De notre système, on va dire. Le monde s'en remettra. Hein. Oui, la Terre va Normalement. continuer de tourner, sauf si. Ouais. Sauf si. Mais concrètement, il y a moyen de le vivre sur place, c'est-à-dire à petite échelle. Tu te nourris essentiellement localement. On ne peut pas s'habiller localement encore. Alors, c'est vrai que nos produits sont souvent importés. Mais avant ils faisaient du coton à la Désirade, tu sais. Il y avait plein de cotonniers, ils faisaient des matelas, des oreillers, des machins. Même ce qu'on appelle capoc ou fromager, on peut l'utiliser aussi pour faire des... Puisque c'est de la ouate, c'est du coton, en fait. Ah ouais, d'accord. Je savais pas. En fait, tu as dit un mot intéressant et intriguant, tu as dit alternatif. Mais est-ce que c'est faire l'opposé de la surconsommation ou consommer moins ou de façon plus sobre? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'alternatif ou c'est pas tout simplement revenir à des choses d'antan longtemps, des choses d'avant où, je sais pas, les gens, ils fabriquaient des maisons, peut-être, je sais pas si en Guadeloupe on le faisait, mais en torchis, où ils basaient peut-être tout leur mode de vie sur le soleil, la lune, par où passe le vent, et ce sont des choses, au final, logiques quand on y pense, et quand on prend le temps d'observer comment fonctionne un espace. Tu vas pas aller mettre des remblais... retirer une mangrove et après te plaindre quand il pleut 2 heures que tu es inondé. Mais parce que tu as mis du béton, réfléchis. Ouais. C'est juste un exemple, mais si on s'y met tous, on peut très bien imaginer que... Le souci, selon moi, c'est vraiment la mondialisation et le fait qu'on nous fasse un peu, je dirais, du lavage de cerveau sur le fait qu'on ait besoin de matériel, qu'on ait besoin du téléphone, dernier cri, alors qu'il fonctionne encore. On fonctionne de façon linéaire. Et en revenir à la nature ou à la permaculture, peu importe, on fonctionne plutôt de façon cyclique. Tu vois, que ce soit économie circulaire ou la forêt qui fait tomber les feuilles, qui recycle la matière et qui permet de grandir, de pousser après. Essayons de fonctionner un peu plus comme ça. Et puis, peut-être fonctionnons plus par complémentarité. Toi, tu sais faire telle chose, moi, je sais faire telle chose. On partage les connaissances, on partage les savoirs, on fait du troc. On essaie de bâtir une société, une communauté qui fonctionne sur le collectif. Le problème, c'est on pense qu'à son nombril, on pense à soi, on pense à la thune qu'on va faire, on pense à la grosse bagnole qu'on ramène à la maison, même si le frigo est vide et qu'on n'a pas l'assurance pour la payer. On est trop dans le paraître et pas suffisamment dans l'être. Ouais. Tu vois, j'aimerais bien que tout le monde... Regardez le film Don't Look Up, ce serait bien déjà, pour commencer. Enfin, pour continuer ou commencer. Et c'est intéressant parce que là, justement, Don't Look Up, ça parle justement du déni. De tous les gens qui ne veulent pas regarder les choses en face. Tu vois ça comment, toi? Ici, c'est quoi ta perception, justement, en ayant voyagé comme ça? Tu rencontres là maintenant... Alors, donc, tu as forcément une vision un peu biaisée parce que toi, tu vas attirer des gens qui sont dans cette mouvance, mais tu as une vie en même temps de tous les jours. C'est quoi ta perception des Guadeloupéens sur ce rapport à ce qui se passe au niveau environnemental? Je suis contente de savoir qu'il y en a de plus en plus qui s'intéressent à, comme je te disais, le retour à la terre, ce genre de choses. Mais il ne faut pas que ce soit des petits trucs fugaces, etc. Et je pense qu'à l'échelle de tout un territoire, il faut vraiment qu'on prenne des décisions pour aller tous dans le même sens, tu vois. Et un truc qui m'exaspère, je ne parle pas forcément des Guadeloupéens, mais d'ordre général...
ce soit les décideurs ou même au niveau du gouvernement, ça me révolte de savoir que ces gens-là sont encore gouvernés ou par l'argent. Et ceux qui ont l'argent, ce sont les gros pollueurs, ce sont les gros... et on nous fait croire en France qu'on signe des accords pour faire attention, pour polluer moins, accords de Paris, etc. Mais au final, on se rend compte que même les présidents, etc., sont tenus par la grappe par des gens qui ont plein de fric. Et les gens qui ont plein de fric, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas un sens aigu de la préservation de l'environnement et encore une fois, qui pensent au profit, aux dépens de la nature, aux dépens d'êtres humains qui peuvent dépendre de cette nature et qui se permettent de faire tout et n'importe quoi parce que il y a des milliards en jeu, parce que le pétrole, c'est voilà, parce que, tu vois. Mais une force qu'il y a ici aussi, c'est qu'il n'est pas si loin le temps, là. Tu parlais des temps sereins, mais il n'est pas si loin de nous le temps où les gens étaient autonomes ici. Et si tu veux, quand tu regardes, même tu parles avec des anciens là, qui ont 70, quoi, ils se rappellent de quand ils étaient gamins. La mare, elle servait aussi pour l'eau de la maison. On pouvait même la boire. On pouvait même la boire. À l'époque, là, aujourd'hui, il ne faut pas faire ça. Non. Ils prenaient un couille avec au milieu de la mare. Et il y avait beaucoup de maisons qui avaient déjà des citernes. Exactement. Des maisons en dur, là, qui avaient des citernes sous la maison, exactement. Et maintenant, on n'a pas d'eau dans les robinets. Et les gens n'ont plus de citernes. Et du coup, sont obligés d'acheter des citernes en plastique. Enfin, tu vois, En fait, on a voulu aller tellement vite dans la mondialisation, d'en changer nos pratiques, d'en faire comme partout sur la planète. Et on a oublié des choses basiques. Comment subvenir à nos besoins essentiels, manger, boire, dormir, boire de l'eau claire, etc. Et encore une fois, le fait d'avoir une citerne, ça me semble une chose essentielle. Tu vois, dans quelques années, je pense qu'on sera pas loin. On est déjà presque, mais la guerre de l'eau, on n'en est pas loin. Donc, ça pourrait être intéressant aussi que tout le monde trouve des moyens pour subvenir à ses besoins de base à leur propre échelle. Complètement. Il pleut énormément ici, il y a énormément de rivières. Enfin, il faut trouver des solutions pour... c'est complètement inadmissible de ne pas avoir d'eau dans son robinet ou d'avoir une eau qui est polluée. Enfin, il y a beaucoup de problèmes ici. Hein. Mais on est vaillant. Mais il ne faut pas qu'on soit couillon.